Lorsqu'on décide de rompre après plusieurs années de mariage, on va forcément déplaire à l'opinion publique. Le qu'en dira-t-on? Pourquoi si? Pourquoi pas ça? Est-ce qu'on a suffisamment lutté? Bref, aujourd'hui, on parle de ces ruptures, peut-être nécessaires après plusieurs années de mariage. À tout à l'heure. La chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer. Bonjour à tous, bonne fin de semaine, c'est un plaisir d'être avec vous encore et toujours. Merci pour votre fidélité. L'émission en question est l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission qui inspire, l'émission qui rassemble, qui transforme, qui édifie, l'émission sans laquelle vous ne pouvez vivre, l'émission indispensable à votre épanouissement, à votre foi, à votre dévouement, à votre dévotion, à votre spiritualité, l'émission tout simplement avec Kadi Touré. Aurélie Eliam, DJ Saro et Yasmine Reda, you know. Ça va? Eh ben, very good. You shine, girl. Thank you. You are glowing, glowing, glowing over and over and over, you know. More higher, higher, higher. Yes, yes. On dit quoi? Ça va très bien. Écoute, la vie est belle. La vie, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Il est merveilleux. Il est beau. Il est tout simplement extraordinaire. Soyons reconnaissants. Toujours. Merci. Toujours. Alors, Yasmine va nous prendre en cours parce qu'elle était en train de faire quelque chose, donc on a dû débuter. Comme elle aime bien être en retard, là. Donc, on a dû débuter l'émission, elle va nous prendre en cours. Mais en attendant, alors, depuis le début de cette saison, il n'était pas là, on ne le voyait pas, je ne saurais dire pourquoi. Mais en tout cas, il nous a manqué ses compétences, son franc-parler, son savoir, son expertise. En tout cas, le coach des coachs, Yoman Jean-François! Ah, tu m'as trop manqué, ben, écoute, mon compte partagé. Moi aussi, je veux un câlin. Ça fait plaisir. Tout le monde demandait après lui sur les réseaux sociaux. Où est le coach Yoman? Le coach Yoman est où? Mais le coach Yoman est là. Alors, oui, hein? coach Yoman est là. Effectivement, comme je le disais, ça a été un début d'année où on a vraiment essayé de mettre l'accent sur un événement que tu connais, un événement qui t'a vu remettre le prix Coaching Yeti cette année. C'était du 7 au 8 février à Onomo. Et là, nous avons voulu vraiment faire la part belle au DG de NCI. Parce que c'est quand même aussi grâce à lui que nous avons donc l'émission Les femmes d'ici, les hommes d'ici et tous les reportages qui sont faits pour promouvoir le coaching professionnel. Ouais. Donc oui, monsieur Ange Guéhi a reçu un prix. Yasmine Reda aussi, parce qu'elle a été sur pas mal de nos événements de coaching également. Donc voilà, et donc là, je suis un peu plus disponible pour revenir et reprendre ma place. Bah voilà, quand même. Parce que tu sais que tu es indétrônable. Reprendre ma place là où il faut et comme il faut. Faut pas laisser les gens vouloir prendre ta place. Non, hein. Cette place, elle est très convoitée. On peut pas. Indéboulonnable. Alors, coach, c'est un plaisir effectivement de t'avoir. Et comme je le disais, aujourd'hui, on va parler de la séparation après des années de mariage. Mais surtout, faut le dire, on a été inspiré par le cas Toufé Sidibia et Annie Makole, qui se sont séparés après près de 25 ans de mariage. Après, oui, ça a soulevé beaucoup de choses. On l'a accusée, elle, d'être trop dépendante de son mari. On a accusé le monsieur de maltraiter sa femme. On a accusé... Bref, chacun y est parti, comme on le sait, sur les réseaux sociaux. Tout va en même temps. Mais nous, on va comprendre aujourd'hui, est-ce que c'est mal, en réalité, de se séparer après tant d'années de mariage? Qu'est-ce que ça implique, que ce soit pour nous-mêmes ou pour les personnes qui nous regardent, l'entourage, surtout quand on est personnalité publique et tout. Voilà. Mais moi, je vais te demander, Aurélie, est-ce que toi, tu as vu un peu l'histoire? On en a parlé. Écoute, j'ai vu l'histoire, j'ai vu ce qui s'est passé et ça me rappelle aussi beaucoup de choses personnelles. Ouais. Parce que mes parents aussi se sont séparés. Ils ont fait presque 20 ans de mariage, pas de mariage, mais 20 ans de relation où sont nés donc 2 enfants, moi et mon petit frère.
Et je les ai vus vraiment se séparer et ça a été pour moi très difficile. Ouais. Et j'ai vu ma mère vraiment dans une situation où elle a été vraiment complètement déboussolée, puisque 20 ans quand même, c'est plus facile, je pense, pour un homme de quitter une relation et de refaire sa vie plutôt qu'une femme qui a vraiment donné tout pour un homme. Et c'est difficile de refaire sa vie et c'est vrai que ça a été dur pour elle, hein, juste après ça. Donc, pour la petite parenthèse, donc c'est vrai que c'est bien qu'on en parle pour comprendre un petit peu ce processus-là que les femmes traversent et comment, justement, pour celles qui le vivent ou qui vont le vivre, comment elles doivent se relever, en fait, après une séparation comme ça. Oui, non, je suis d'accord. Alors, coach, tu en as entendu, tu as vu l'histoire un peu. Oui, bien sûr, bien sûr. Et, écoute, pour moi qui suis spécialiste de l'accompagnement des personnes, une histoire comme celle-là, forcément, elle invite à la réflexion, mais en même temps à la recherche. Parce qu'il ne faut pas, en fait, se ruer un peu comme monsieur tout le monde pour interpréter ou dire les choses comme tout le monde le dit. Moi, j'ai cherché à comprendre profondément, à creuser dans l'histoire donc Annie Macaulay, donc de son vrai nom, qui, malheureusement, sort d'une famille de parents divorcés. Okay. Donc, à partir de l'âge de 5-6 ans, sa mère, qui, contre vent et marée, a essayé pendant une trentaine d'années à s'accrocher à une relation avec un homme, aussi originaire du Nigeria. Donc, Annie, dont la mère se retrouve à la fin de ce combat ultime pour garder son homme finalement bouté hors de la maison. Donc, elle prend sa fille et elle part avec elle à Lagos. Donc, elle quitte l'État d'Ike où elles sont. Quoi, ils ont chassé la maman? Mais bien sûr. La maman a été purement et simplement chassée de la maison, par le mari. Exactement. Donc, elle va grandir. C'est comme un cycle, en fait. Exactement. Donc, elle va grandir avec une mère qui va lui transmettre des valeurs. On ne donne que ce qu'on a. Donc, la maman va essayer, contre vents et marées, à donner à Annie une éducation très chrétienne, une éducation très religieuse. Donc, Annie se promet qu'elle va rester vierge et qu'elle ne va offrir sa virginité qu'à l'homme de sa vie. Donc, en grandissant, jeune adolescente qu'elle est, elle tombe sous le charme donc, de Toufessi Bidia, une star de l'époque, qui devient à la fois son crush, mais aussi qui l'a fait basculer, elle, dans ce qu'on appelle le CWS, qui est le syndrome, en fait, des célébrités, de l'amour des célébrités. Donc, non, il y a ça qui existe aussi. Oui, bien sûr. Tu dois avoir beaucoup d'amoureux. C'est ça. Attends, donc il faut... Attends. Aurélie. Ça, il faut qu'on en parle. Donc, ça veut dire qu'on ne doit pas être avec tous ceux qui nous aiment comme ça, là. Parce qu'en fait, elle a idéalisé pendant longtemps et puis, concours de circonstances, elle se rapproche et elle finit par devenir, on va dire, la chérie de la star. C'est ça. Donc, du coup, ça va mêler à la fois ce qu'on appelle le symbole du culte. C'est le même syndrome, mais c'est un culte qu'on voue à une personnalité. Et Annie va vouer un culte à Two-Face. Et à partir de ce moment-là, elle va vivre dans l'ombre. C'est-à-dire que c'est à la fois mon rêve d'avoir rencontré mon crush, mais en même temps de lui dédier ma virginité. Ma virginité, donc, à travers ma virginité, je lui dédie ma vie. Oui. Donc, c'est un engagement de vie qu'elle fera avec lui, mais pas lui avec elle. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'il va falloir noter. C'est elle qui se retrouve à l'âge de 15-16 ans, adolescente qu'elle est, à gérer une relation avec quelqu'un qui a 24 ans. Donc, il a 24 ans à cette époque et elle est prête à tout pour gérer sa relation, pour paraître la femme la plus heureuse. Au moment même où elle va avoir son tout premier enfant avec Two-Face, il a son 4e enfant alors qu'il est déjà en couple avec elle, tu vois. Et c'est bien plus tard, autour donc, de 2004, qu'elle va convoler en juste noces avec lui. Donc, après... elle se retrouve en fait dans une réalité où Two-Face peut faire tout ce qu'il veut. D'ailleurs, dans une interview qu'elle confie à un magazine au cours donc d'une émission réalisée par Netflix, elle va dire qu'elle était bien consciente de ce que Two-Face avait des relations extra-conjugales, mais qu'est-ce qu'elle pouvait bien faire. C'était sa façon à elle de montrer à quel point elle pouvait aimer son mari et donc lui permettre de vivre ce qu'il veut. Et elle disait... À côté de cela, ce n'est pas facile de savoir que son homme s'affiche avec d'autres femmes, mais qu'est-ce que vous voulez bien que je fasse? Voyez, donc c'est... Oh là là. Là, on me dit que Yasmine est arrivée. Yasmine, tu peux venir, ma chérie? Oh, la star! Yes! Ça paie comme jamais, ma chérie. Tu fais comme ça. Salut. Salut. Voilà. From Montreal. Yeah. How are you? Sit down. Thank you, my love. Donc on continue avec l'histoire de Annie. Donc, tu disais qu'elle
elle sait que son mari fait des choses. Exactement. Et elle arrive à le dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Voilà, parce que c'est une femme qui, à la base, comme je l'ai dit, lutte entre le fait de ne pas voir le modèle de vie de sa mère se répéter dans son modèle de vie à elle, d'une part, et d'autre part, pour le serment qu'elle s'est fait à elle-même, que lorsqu'elle va offrir donc sa virginité à un homme, cet homme-là sera l'homme de sa vie pour la vie. Alors moi, il y a deux aspects. Il y a un aspect où, effectivement, je pense que quand elle a commencé à sortir avec cet homme, même avant, elle s'est donné un principe de ne peut-être pas faire comme ce que sa maman a vécu. Exactement. Donc, elle partait d'une bonne intention quand elle est sortie. Et je pense que quand elle est sortie avec Too Faced aussi, je pense, au début, quand même, il y avait une relation saine. C'était de l'amour au début. À quel moment ça s'est transformé en dépendance à ce point-là? Je ne te dirais pas, Aurélie, que c'était une relation saine au départ, parce que c'était la méga star de l'époque qui voulait se faire, permettez-moi l'expression, toutes les minettes du moment. Elle était une très belle femme. Elle a toujours été une très belle femme. Et puis, aussi, vous savez, d'une certaine façon, pour tous les hommes, c'est un fantasme particulier que d'avoir une femme qui vous est dédiée, qui se voue littéralement, en fait, à vous. Qui vous considère comme son roi, mais bien plus son Dieu. Parce que dans ce trouble, on va dire, obsessionnel, mais en même temps, c'est un trouble aussi du comportement que Annie va développer progressivement. Ça part d'un bon sentiment. Je ne veux pas être comme maman. Mais par derrière, le piège, c'est quoi? C'est que je vais être dans un modèle qui me fait me sentir bien. Et comme le modèle me fait me sentir bien, je veux me maintenir dedans. Mais dès lors que la personne commence à ne pas me considérer, à sortir, à rentrer à des heures indues de la nuit et à me faire accepter que c'est ça, en fait, la vie de star. Parce qu'au final, c'est lui qui fait son éducation. Finalement, de femme. Parce qu'à 15 ans... C'est cet homme-là qui lui dit c'est quoi être une bonne ou une mauvaise femme. C'est quoi, à quel moment, en fait, on dit que tu es une femme soumise ou pas. Il en faisait un tout petit peu sa chose. Il y avait beaucoup de manipulation à l'intérieur. Et elle, elle était heureuse de se retrouver avec celui que tout le monde adule. Et puis, il y a l'histoire aussi culturelle africaine dans laquelle on est. N'oublions pas que toute l'Afrique subsaharienne francophone noire, donc qui prend en compte la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Niger, le Nigeria, etc., on a des traditions qui sont communes. La bonne femme, c'est celle qui prend tout sur elle. C'est ça. La bonne femme, c'est celle qui ne parle pas. En tout cas. La bonne femme, c'est celle qui, à la limite, va regarder son mari faire, etc. Donc, elle est dans ce modèle-là, finalement, et elle est piégée. Et ça, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte. C'est qu'à un moment donné, elle a été piégée entre la vie de luxe aussi, qui lui promettait, parce que n'oubliez jamais qu'avec un partenaire aussi manipulateur, on est entre le rêve et la réalité. C'est-à-dire qu'au moment où, oui, il y a eu des moments où Annie a eu envie de partir, mais où on lui a offert des yachts, où on lui a offert des maisons, où on lui a offert des voitures. C'est un engrenage, on est pris à ce moment précis-là et on ne sait plus vraiment si c'est parce que ce monsieur-là nous aime. Et qu'à côté, il a des vices qui se comportent comme ça, ou si c'est parce que finalement, il est très conscient qu'on va courir, mais on ne va pas aller bien loin et qu'il va réussir à nous faire revenir. Coach, ça me rappelle un petit peu le quotidien même des femmes en dehors d'eux qui ont un homme qui est très, très infidèle. Elles sont mariées, mais elles n'arrivent pas à partir. Mais au fond, elles aiment bien venir parler de l'homme à l'extérieur, parler de leur souffrance. Mais lorsqu'elles sont en train de parler de leur souffrance, au moment où tu compatis à la souffrance, tu lui dis, mais j'aime bien ta bague qui te l'a offert. Ah, c'est mon mari, c'est mon cher époux. Tu te rends compte qu'en fait, qu'elle a juste envie de parler, mais elle n'a pas envie de partir, en fait. Et donc, au final, moi, ça me fait un peu mal qu'on accuse l'homme, parce que je me dis que tu étais consciente dès le départ que tu avais affaire à un gars comme ça. Mais comme vous l'avez dit, elle voulait rester parce qu'elle ne voulait pas répéter l'histoire de ses parents. Et aussi parce qu'elle s'était fait une promesse à elle-même. Mais en vrai, ce que tu dis, Yasmine, c'est le schéma, en fait, de la dépendance affective. C'est que dans la dépendance affective, tu es installé confortablement dans une relation qui, au départ, n'a pas été comme ça. Qui, au départ, était un peu faite de faux espoirs. Parce qu'on se dit souvent, non, en fait, c'est les débuts. Peut-être que je suis trop exigeante. Peut-être qu'il faut que je sois un peu plus compréhensive. Et puis, le gars, il va forcément, parfois, remettre un tout petit peu en doute voilà, la posture que tu as. Quand tu vois le nombre de femmes qui lui courent après et que c'est toi, en fait, qui l'as choisi, c'est à toi qu'il promet, finalement, parce qu'il lui a promis le mariage pendant longtemps. Hein. Ça n'est pas venu génération spontanée. Donc, elle était un peu en train de vivre entre rêve et réalité.
Et malheureusement, dans la dépendance affective, on finit par construire autour de la personne une réalité qui est telle qu'elle finit par nous éloigner, un peu comme dans le scénario du pervers narcissique. Hein. Il nous éloigne progressivement de toutes les personnes qui peuvent avoir une influence positive sur nous. Donc finalement, dans le cercle d'amis de Annie, ne se trouvent que des filles qui dépendent d'une certaine façon d'elle. Annie va finir par être celle qui paye pour les soirées, celle qui paye pour les sorties. Et quand on est des amis qui dépendent en Djemé de la carte de crédit, elles ne vont pas nous dire de partir. Elles ne vont jamais te dire quelque chose que tu n'as pas envie d'entendre. C'est ça. Voilà, donc elles vont l'encourager d'une certaine façon à y rester. Et l'environnement, là, c'est malheureusement l'une des choses qui tue le plus. C'est ça. Et si vous n'avez pas le bon environnement, vous êtes foutu. Parce que vous allez entendre des choses qui vont vous faire vous enfoncer. Si vous n'avez pas suffisamment de personnes vraiment qui vous aiment au point de vous dire les choses, vérité. Après que tu te fasses, ça c'est ton problème. Vraiment. Mais je te dirai que ce dans quoi tu es là, c'est pas bien qu'il faut surtout, en réalité, et surtout, moi je pense qu'au-delà de l'environnement, c'est vrai, je comprends qu'elle ait la dépendance affective, mais elle aussi, fallait qu'elle... Souvent, il faut avoir de la personnalité, quand même. C'est dur. Oui, on va se blaguer, coach. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, parce que la dépendance affective, c'est vrai qu'elle peut gagner tout le monde. On n'est pas à l'abri. Voilà. Mais il y a des personnes qui sont plus sujettes à la dépendance affective. Et bien, ce sont les personnes qui ont un problème de confiance en soi, un problème d'estime de soi. Et pour Annie, son problème d'estime de soi venait de son père, en fait. Venait de son père. Son père n'était pas là, et donc voilà. Très bien. Oui, Yacine, tu... On va la bulle. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec notre coach des coachs. Jean-François, alors donc, coach, c'est vrai qu'on a bien... Oui, est-ce que tu voulais dire? Oui, je voulais dire que en général, puisqu'elle était habituée à cette vie de starmania, de la part du monsieur, puisqu'elle n'était pas star à la base. Mais il a monté, il a monté. Du coup, quand elle arrive dans la télé-réalité, qu'on voit, comme tu as dit, sur Netflix, on sent qu'elle est à l'aise dans son rôle. Chaque fois qu'elle va créer des histoires, c'est elle, on doit parler d'elle. Elle va créer un truc, c'est elle. En fait, elle a ce problème d'estime, en fait, où elle ne laisse pas les autres l'apprécier, mais elle s'apprécie tellement que finalement, elle est tombée dans un piège. Comment elle va sortir de là? Comment elle... On va dire qu'elle a divorcé. Comment elle, on va dire qu'elle sort de ça. C'est compliqué. Du coup, elle-même, elle a son propre problème aussi. Et c'est ça. Et le problème, justement, c'est que c'est lui qui s'en va demander le divorce. Ça, c'est pour terminer, en fait. Parce qu'il sait que non seulement... Après, il demande le divorce peut-être pour des raisons... On a une avocate de jour. On va dire pour des raisons de papier. Mais le mariage n'existait plus depuis une longue période. C'est elle qui s'accrochait, en fait, à cette image de la femme encore en couple. Mais lui ne se considérait plus comme étant en couple avec elle. Mais comme Yasmine l'a dit, en fait, c'est le cas de beaucoup de femmes, beaucoup de couples ici en Côte d'Ivoire, même dans le monde entier. Tout à fait. En fait... au début, tout est beau, tout est chic. Et à un moment donné, tu arrives au milieu de la relation. Mais tu peux être une femme puissante, même indépendante. Et tu vas te dire qu'en fait, tu n'as pas envie forcément de papillonner. Tu n'as pas envie de tout recommencer à zéro. Il y a des femmes aussi qui n'ont pas envie forcément qu'un autre homme la touche parce que, bon, elles ont peut-être un passé, tu vois. Donc, elles rentrent dans une sorte de sphère où elles se disent qu'en réalité, elles préfèrent rester mieux dans cette situation plutôt que de partir. Mais en réalité, c'est le serpent qui se mord la queue. On est d'accord. Oui, ma très chère Aurélie, tu sais, je dis souvent qu'il y a des personnes qui ne sont pas amoureuses de vous, mais qui sont amoureuses de ce qu'elles vivent avec vous. Effectivement. Il y a une grande différence avec ça. Clair. Il y a des personnes qui aiment le couple, qui aiment être en couple. Être en couple, voilà, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Ce truc d'être avec quelqu'un, dormir avec quelqu'un, se réveiller avec quelqu'un, faire les choses avec quelqu'un, ça, c'est un peu comme une sorte de drogue. C'est ça. Et quand vous avez ce problème-là, en vrai, c'est la structure-là que vous cherchez à sauvegarder. Généralement, vous-même, vous savez que la personne-là n'est pas une bonne personne. Vous le savez, mais vous êtes dedans parce que, en fait, vous voyez l'image que ça renvoie. Et parfois aussi ce que les autres qui sont à l'extérieur disent de votre couple, les éloges que vous recevez, les sorties, les dîners, etc. Tout le faste qu'il y a autour. Et donc, il y a des femmes qui assument d'être dedans. Exactement. Elles assument totalement. Mais en fait, elles assument sans s'aimer.
Elle s'en sent s'aimer elle-même, oui. Quand je dis assumer, en fait, c'est comme si tu t'es piégé. C'est ça, c'est-à-dire que tu as peur à un moment donné de te retrouver dans une réalité où on va te demander, mais et ton mari et que tu puisses répondre, on n'est plus ensemble, etc. Mais ça aussi, là, moi, je pense aussi que c'est la société. Non, mais le problème, parce que c'est vrai, je suis d'accord qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à être seules, elles ont toujours envie d'avoir quelqu'un et tout, donc souvent, elles peuvent s'accrocher. Mais souvent, ça dépend de là où, de l'éducation, de l'environnement, de là où on vient. Parce que ces personnes-là connaissent leur famille, elles connaissent leur entourage. Je suis d'accord. Donc, comment on peut se séparer même de cet entourage malsain, là, même, pour que les gens puissent respirer un peu? Ah, ça, c'est son bonheur. C'est une décision. En vrai, on va tourner, mais la septentinelle question, c'est la décision. Je suis d'accord. Qu'est-ce que je suis prêt à décider pour moi? Parce que mon bonheur, en fait, ce n'est pas quand les choses brillent dans les yeux des autres. C'est ça. Mon bonheur, ce n'est pas quand tout le monde m'applaudit. Mon bonheur, c'est quand je suis quand même moi-même capable de m'applaudir pour ce qui arrive dans ma propre vie, en fait. Alléluia. Est-ce que tu veux boire quelque chose? Est-ce que tu veux manger quelque chose? Une bouteille de champagne. Prêtez champagne là pour que tu aussi vous C'est une délivrance. C'est tellement très important. Parce que beaucoup de gens passent leur vie, en fait, à attendre les applaudissements, les ovations des gens, etc. Et dès que les rideaux se referment, vous êtes tout à fait malheureux. Bien sûr. Des fois même, dès que vous montez dans la voiture, vous avez fini la fête, tout le monde est content, mais dès que vous montez dans la voiture, chacun est dans son coin, en fait. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a il y a 3 types de personnes. J'en parlais même d'ailleurs avec des amis, des copines hier. Il y a des personnes, en fait, qui ne savent pas qu'elles sont dans ce problème. Il y a des personnes qui savent qu'elles sont dans ce problème, mais elles n'ont pas la solution. Et puis, il y a des personnes qui savent qu'elles sont dans ce problème, elles ont la solution, mais elles refusent de partir parce qu'elles ont peur de ce qu'il peut y avoir après cette zone de confort-là. Moi, je suis d'accord avec les 2 dernières. OK. Mais la première qui sait... les personnes qui ne savent pas qu'elles sont dedans. Mais dans les deux derniers cas-là, c'est comment on peut gérer ça? Dans le cas du milieu dont tu as parlé là, je sais que je suis dans une telle situation, mais je ne sais pas comment faire. Mais je n'ai pas la solution. Je n'ai pas la solution, je ne sais pas comment faire pour sortir. En fait, tu as la solution, ta solution te fait peur. C'est ça. Chaque fois que tu penses à cette solution-là, tu préfères l'écarter parce que tu n'es pas, en vrai, tu n'es pas encore prête à assumer cela. Il n'y a personne, même quand quelqu'un vient te voir pour t'expliquer un problème, là, il sait. Il sait sa solution. Deuxième cas, c'est celui qui est conscient que c'est une situation qui n'est pas bonne, mais qui ne trouve pas, en fait, un peu comme le bon moment pour partir. Et là, à ce moment-là, oui, je peux comprendre, parce que beaucoup ont été piégés par les enfants sont encore petits. Oui, les moyens quand ils vont grandir. Et quand les enfants ont grandi, ça fait trop de temps maintenant qu'on est ensemble. Et puis quand ça fait trop de temps qu'on est ensemble, eh bien, on est déjà témoin de trop de mariages. Donc, il y a trop de gens qui comptent sur nous. Et en fait, en vrai, il y aura toujours une raison qui va vous maintenir dans une situation qui va vous conduire à la mort. Alors, coach, je vous entends parler, dans ma tête, ce qui résonne depuis. Dis-moi. M'aimer moi-même. Oui. Aimer ma vie. Mais bien sûr. Me valoriser. Je n'attends pas qu'Aurélie me dise que je suis bien. Ou que coach... Mais moi-même, apprendre à m'aimer et laisser les autres m'apprécier. Oui. Mais parce que ces personnes aussi, on force un peu dans l'estime, comme on dit, les yeux, ça brille. Oui. Oh, tu es dans ton foyer. Ah, mais dis-donc, c'est bien. Toi, au moins, tu es mariée. L'autre, elle l'est pas. Non, ça ne va pas. Il ne faut pas parler aux gens pour parler de tes problèmes. Vous avez parlé tout à l'heure, mais on est un peu... Quelle est la définition du bonheur, finalement? Du vrai couple, même. Parce que vous avez dit, il y a 2 façons d'aimer. Un homme aime de 2 façons. Oui. La première, j'ai oublié, mais la deuxième, vous avez cité ça tout à l'heure, coach. Le fait d'aimer vivre dans une relation. Retiens du bonheur, ceci. Le bonheur, c'est la bonne chose qui m'arrive à la bonne heure. Ah, c'est ça, c'est la vérité. Si quelque chose m'arrive trop tôt, c'est pas le bonheur. C'est vrai. Si quelque chose m'arrive trop tard, c'est pas la peine. C'est ça. Mais la chose qui m'arrive au moment où j'ai besoin de ça, c'est comme une chose qui m'arrive de manière providentielle. J'en avais besoin et paf, ça me tombe là-dessus. C'est ça, en fait, le vrai bonheur. De sorte que mon bonheur ne peut pas se définir par toi. Toi, tu ne peux pas définir ce qui est bonheur pour toi. Quelque chose peut être bien pour toi. Et tu sais que quelque chose peut faire toi ton bonheur et moi, ça peut faire mon malheur. C'est ça. Oui. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est la raison pour laquelle, principalement, il faut faire attention à ne pas se dire... comme les autres vont penser ceci ou vont penser cela, généralement, c'est parce que tu t'aimes. Et je pense que c'est rompre d'une relation aussi longtemps qu'elle ait duré, c'est parce que tu t'aimes. Bien sûr. C'est-à-dire que l'amour que tu as pour toi t'amène à comprendre que si tu ne sors pas de là, en vrai, tu vas mourir dans cette relation-là. Et tu sais, à ta levée de corps, la prochaine personne
qui doit prendre ta place est déjà là, en fait. Elle est dans les personnes qui sont dans... Je le dis et je le répète, soit vous avez le cardio nécessaire et à ce moment-là, vous décidez de quand même rester en couple, de vivre pour vous, de vous mettre en priorité, parce qu'on n'est pas non plus obligé de partir pour partir. Parce que l'idée de partir pour partir, où on se retrouve dans un scénario où on est constamment en train de reprendre, ce n'est pas nécessaire. Mais arriver à un stade où vous vous regardez en face de votre miroir, vous regardez cet homme avec lequel vous avez fait tout ce temps-là, s'épanouir. Parce que généralement, ces personnes-là, femmes comme hommes, qui se retrouvent dans ces relations toxiques-là, où ils ou elles ne vivent plus, le partenaire en face, là, il vit. Il vit bien. Il vit sa vie. Il est épanoui. En fait, c'est toi seul qui ne vis pas, en fait. C'est toi seul qui te fait le film de « il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela ». Et puis, la plupart du temps, les raisons ne sont même pas liées à ta personne. Parfois, on a trouvé des raisons factices. Stupides. Et on va finir par s'accommoder et à se dire, bon, OK, de toutes les manières, peut-être que si je fais peut-être ceci ou si je fais ça, peut-être qu'il va revenir. Il ne reviendra pas. Parce que dans le cas de celle dont nous parlons ici et là maintenant, c'est qu'à un moment donné, le monsieur, il s'est affiché clairement. Ouais. Il rentrait à la maison avec des femmes. D'autres filles. Wow. Il lui montrait en fait qu'elle n'était rien. C'est ça. Mais où est la limite en fait entre l'amour, la soumission et puis la bêtise humaine? Franchement. À quel point très peu de personnes savent que, je le disais tout à l'heure hors antenne à Caddy, très peu de personnes savent que Annie Ibidia, par exemple, elle a un salon de coiffure à Atlanta. Elle est une femme d'affaires. Elle fait des choses. Elle peut exister sans ce monsieur-là. Ouais. Mais on a le sentiment qu'en fait, si ce n'est pas lui, elle ne vit plus. À l'heure où je te parle, elle est enceinte de désintoxication. Si. Vous comprenez, c'est un peu comme une drogue dure. Oui, parce que la dépendance affective va libérer des hormones qui te mettent dans une posture de quelqu'un qui est drogué, en fait. Ouais. Tu es drogué par la relation, drogué par la personne et tu n'as plus le bon sens. Ouais. C'est un peu comme si tu devenais, excusez-moi l'expression, mais en fait. C'est ça, on appelle l'olire. Et malheureusement, moi, ma crainte, c'est qu'elle est une fille et un garçon. C'est ça. Et ça veut dire que si on ne prend pas garde, la prochaine histoire va se répéter, en fait, avec sa fille à elle, qui aujourd'hui a, je pense, entre 12 et 15 ans. Elle est une adolescente. Elle a le même âge pratiquement que sa maman avait quand elle entrait dans cette histoire. Le même âge que Annie avait quand sa maman aussi sortait de cette histoire. Moi, je regarde ça un peu de loin, ça s'appelle le principe de l'atavisme, c'est-à-dire des réalités du monde passé qui se répètent dans l'histoire personnelle d'un individu. Mais c'est possible de stopper ça. Briser les liens transgénérationnels, justement. Comment on brise ça? Alors, on va briser ça de deux façons. Comme je dis là, des fois, soit ça te brise, soit tu brises. Voilà. D'accord. Quand ça te brise, comme dans son cas là, elle est dans une réalité où elle se rend compte que c'est sa vie en réalité qu'elle est en train de perdre. Ouais. Et aujourd'hui, pour les personnes à qui elle se confie, etc., elle dit qu'elle réalise qu'en fait, elle était comme dans un abîme, en fait. Elle était dans un trou sans fond. Et c'est comme si c'est maintenant qu'elle se réveille de son couchement et elle se pose la question, mais comment elle a pu tenir 21 ans de sa vie avec quelqu'un comme lui? Mais en fait, c'est la même personne. Hein. C'est la même personne. OK. C'est juste qu'elle avait les yeux, elle voulait des fois, se faire plaisir. C'est vrai que ça ne va pas être évident, ça ne va pas être facile, mais la vie va vous envoyer des chocs. La vie va vous envoyer des situations que vous allez découvrir. Mais quand des fois on est trop impliqué dans un processus, même quand vous voyez des choses, même quand vous entendez des choses, même quand vous découvrez des choses, vous trouvez des excuses, vous trouvez des circonstances atténuantes. La deuxième chose qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, demander de l'aide. Si c'est difficile, demander de l'aide. Ça peut être quelque chose qui est perçu dans notre communauté africaine. Quand on demande de l'aide, c'est comme un aveu de faiblesse. C'est comme si on était en train d'inviter des étrangers dans notre histoire de couple. Arrêtez-moi ça. Ces histoires de se dire, non, on doit tout régler entre nous et tout ça. Il ne faut pas qu'il y ait... Généralement, c'est parce que la personne en face sait que tant que vous êtes deux à régler la situation, tu ne pourras pas partir. Et qu'il faut parfois vous faire aider. Il faut que quelqu'un Si vous avez encore vos parents en vie, allez voir vos parents. Si vous avez des amis qui sont francs, sincères, et c'est pour ça qu'il faut choisir. Les frères et sœurs ne les choisit pas. Mais les amis, la grâce. Et même encore, tu peux décider de t'éloigner de tes frères et sœurs s'ils sont toxiques aussi dans ta vie. Exactement. Mais c'est vraiment ça l'élément essentiel, demander de l'aide. Souvent, les gens, surtout les femmes, j'ai dit parler des femmes dans la vie, les femmes se moquent beaucoup du couple des autres. Ah, celle-là, on voit où elle va partir avec son mari.
ah, celui-là, on va voir, il va partir sa femme. Donc, du coup, ils ne peuvent pas concevoir le bonheur des autres. Donc, quand eux-mêmes, ils ont un problème de foyer, là, comment ils vont venir te parler de ça? Eux-mêmes, ils ont un problème, mais c'est eux qui se moquent de toi. Maintenant, leur situation avec Barakata, ils vont venir te dire ça comment? Oui, bon, après... Il y a beaucoup de situations. Moi, j'ai vu mon entourage... Comme je dis là, c'est le chien qui se mord la queue. Oui, voilà, tu vois, c'est un moi, peu je comme pense que... la promesse qu'elle s'est faite de se dire, moi, si je me donne à un homme... Il sera mon mari. Si je suis vierge, que je donne ma virginité à un homme, il sera mon mari. C'est quoi cette cette bêtise-là? Franchement. C'est quoi cette bêtise-là? Il devient ton mari s'il continue de te rendre heureux. Mais si à un moment donné, tu réalises que celui qui t'a dépucellé ou qui t'a fait perdre ta virginité ne correspond plus au standard de vie que tu mérites, il dégage. Tu le mets sur le bas. Non, mais coach, c'est vrai qu'on n'est pas là pour dire qu'il faut se séparer à tout bout de champ. Mais parce qu'en réalité, tous les couples traversent des difficultés. Oui. Tous les couples ont des crises. Mais est-ce que ce que tu es en train de dire, il faut que les gens comprennent bien la différence entre traverser une crise et la régler et puis vraiment partir. Quelle est la limite, en fait? Non. Pour se dire, il faut partir. Non. Aurélie, ou rester. Aurélie, je n'appelle pas une crise quelqu'un qui ouvertement, chaque année, chaque jour, chaque semaine, me trompe ouvertement. Ça, c'est déjà une crise. C'est un manque de respect. On est d'accord. Tu es d'accord avec moi? Oui. Je n'appelle pas une crise dans notre couple quand tu me rabaisses constamment. Ce n'est plus une crise. Oui. Ce n'est plus une crise quand tu as un comportement dans lequel c'est 2 poids, 2 mesures. En fait, il y a des choses, quand toi tu fais, c'est normal, et quand moi je dois les faire, ça devient un problème. Si on accepte ça dès le départ, et c'est ce que j'ai dit dans toutes les émissions jusqu'à présent, quand on accepte ça dès le départ, là, au bout d'un certain moment, l'autre a intégré ça comme faisant partie de votre réalité de couple. Donc, quand tu te lèves 20 ans après, et que tu viens dire au gars, non, je n'accepte plus que tu me parles comme ça. C'est toi qui as changé. C'est toi qui deviens une mauvaise femme. Depuis quand toi, tu es capable de me parler comme ça? En fait, tu n'as pas vite fait de régler le problème. Mais ce n'est pas encore ça. C'est pas encore ça le mal. Parce que mieux vaut tard que jamais. Mais le jour où tu te rends compte au fond de toi-même, et ça peut-être je suis en train de le dire à une femme, à une mère, peu importe, que tu aies eu 40 enfants avec le monsieur, que vous ayez fait 60 ans de vie commune, la vie vaut mieux qu'un mariage. Ça, je suis coach spécialiste dans la famille. Ça fait 20 ans à peu près que je fais ça et je suis marié depuis une vingtaine d'années. Et je te regarde droit en face, je te dis, la vie vaut mieux que le mariage. Je n'ai jamais vu une personne aller à la mairie avec un mort. Ce sont les vivants qu'on marie. Ce sont les personnes en vie qu'on marie. Donc, si tu es en train de mourir pour un mariage, ça veut dire que tu dois d'abord, toi, privilégier ta vie. Parce que si tu n'es pas en vie, eh bien, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est qu'une autre viendra s'occuper, en fait, de ce même ménage et de ce même foyer. La plupart du temps, malheureusement, ces hommes-là vous broient, ils vous pressent, ils vous sèchent comme, je ne sais pas trop quel poisson du marché, là. Mais la vérité, c'est que les prochaines personnes qui viennent dans leur vie, là, les règles, c'est comme si c'est quelqu'un qui n'avait jamais... On peut faire 10 ans avec un homme sans être marié et au bout de la 11e année, quand vous vous quittez, 6 mois après, il marie go. Non, mais le truc, voilà, c'est ce que je voulais dire, coach. C'est pour ça que c'est bien de parler aux femmes, parce que moi, en fait, c'est vraiment ça, mon truc. C'est vrai qu'on en veut à tout faire, un peu et tout, parce qu'il y a les émotions, mais il faut parler aux femmes. Tout à fait. Parce qu'un homme, là, il va être mauvais comme avec une femme. Mais il y a une autre qu'il va rencontrer, il sera droit comme un piqué. On aura l'impression que c'est pas le même homme. Mais parce que vous renvoyez... C'est ce que vous renvoyez, en fait, finalement, à cet homme-là. Non, il faut que les femmes aussi sachent comment elles doivent se tenir pour que la personne aussi soit droit avec toi. Il ne faut pas qu'on soit en train d'accuser les hommes. Ils sont intelligents. Ils font exprès. On va à la pub et puis on revient. Ce genre d'émission nous avait manqué quand même. Et surtout quand nous avait manqué. Donc voilà quoi, en fait, coach, c'est vrai. C'est pas pour inciter à quoi que ce soit, mais c'est vraiment une prise de conscience. Et savoir que chacun mérite le bonheur, chacun mérite d'être heureux et que l'homme comme la femme, on doit pouvoir s'apporter du bonheur. Il n'y a pas un qui est censé être en bas en train de souffrir tous les jours, en train de se poser des questions. Moi, ça passe pas dans ma tête, en fait. Finalement, quand vous décidez de vous rabaisser, de devenir la serpillère, etc., vous devez savoir ici, dans cette émission, mesdames, qu'aucun homme ne vous aimera de cette façon-là. Vraiment. Non, aucun homme, et puis c'est un homme qui parle, ne se plaira à voir en face de lui une serpillère, une femme où tout passe. On ne te demande pas d'être impoli, on ne te demande pas d'être déplacé avec ton homme, on ne te demande pas d'être en concurrence avec lui.
mais c'est un fantasme aussi pour tous les hommes de savoir qu'ils ont une femme qui est capable, par exemple, de les soutenir, de les aider, qui a de la conversation, qui fait des choses. C'est important quand tu parles de ton épouse de dire elle fait telle activité. Ça fait plaisir aussi, d'une certaine façon. C'est pourquoi je dis n'acceptez jamais. Et ça, je le répète encore et encore et encore. Quand un homme va vous faire croire que vous n'avez pas besoin de travailler, vous n'avez besoin de faire quoi que ce soit au prétexte que lui, il peut s'occuper de vous. S'occuper d'une femme ne l'empêche pas de faire quelque chose de sa vie. En tout cas. Voilà, je ne vois pas le lien entre prendre soin d'une femme, payer toutes les factures, mettre tout à sa disposition. Tu peux faire tout ça. Et puis, je peux avoir de la valeur ajoutée. En fait, une femme ne travaille pas forcément pour gagner de l'argent. Elle travaille, en fait, pour être épanouie. Tout simplement, pour apporter, en fait, sa contribution au monde. Ouais, très bien. Et puis, tu sais même, coach, qu'il y a des femmes... Tu sais que, coach, il y a même des femmes qui sont femmes au foyer, mais qui exigent le respect et elles l'ont. Même quand elles ne travaillent pas, parce qu'elles se respectent en réalité. Mais je dis que finalement... Votre histoire au foyer, là, laissez ça. Parce que le foyer, là, il n'est pas que pour la femme. Ouais. Donc, à un moment donné, arrêtez de confondre le foyer à la femme. Le foyer, c'est pour deux personnes. C'est deux personnes dedans, là, qui font que le foyer existe. Donc, l'histoire de femme au foyer, c'est une stratégie d'homme pour maintenir une sorte de supériorité. Tu es en train de donner les secrets. Je vous dis la vérité. Pourquoi? C'est quoi cette histoire de femme au foyer? Alors, donc c'est vous qui avez inventé ça. La plupart du temps, on se dit dans la tête qu'elle est trop belle. Si elle va dans un environnement, ils vont la draguer. Mais c'est un manque de respect pour ta femme. C'est un manque de respect de croire que si toi, ta femme que tu as là, elle sort de là où elle est et qu'elle va dans un environnement, on risque de la prendre. Ça veut dire... C'est que lui-même, il n'a pas confiance en lui, en fait. C'est profond. Laissons parler le coach. Et j'estime que non seulement c'est un manque de respect pour la femme, là, parce que ça veut dire qu'elle n'est pas capable de dire non alors. Ça veut dire qu'elle n'est pas capable de choisir si elle sort ou elle ne sort pas. Donc, ça veut dire que c'est quand on la maintient à la maison, là, qu'elle ne va pas sortir avec quelqu'un. Donc, en vrai, c'est parce que tu n'as pas confiance en elle. Et en lui aussi. Mais ensuite, parce que tu n'as pas confiance en toi et en ta capacité d'avoir vraiment eu cette femme-là et qui est dédiée à toi, en fait. Donc, tu n'assumes pas en tant qu'homme. Mais je dis, et le jour où tu ne seras pas là et puis elle va sortir? Parce qu'en vrai, elle peut sortir. Hein. Bien sûr. En vrai, il peut se passer des choses que tu ne sais pas. C'est dans Femme au foyer, là, même que les choses même le gardien est là. Dans le quartier. À un moment donné, c'est de la manipulation. Mais j'aime bien ce que tu as dit, là. Vous avez inventé ce terme de femme. Mais c'est inventé de toutes pièces, en fait. Ça veut dire quoi, femme au foyer? Le foyer, c'est quoi? veut dire le feu. Mais ce que j'aimerais dire, tout ce que vous avez dit, c'est tellement vrai. Mais il faut savoir aussi qu'à un moment donné, on vit pour soi. À un moment donné, on a des objectifs. D'abord, la première question qu'on doit se poser, est-ce que j'ai des objectifs de vie? À la vérité, beaucoup de femmes n'ont pas d'objectifs. Mais Yasmine, il y a des femmes qui vous diront qu'elles vivent pour leur mari. Voilà, donc par exemple, une femme qui n'a pas d'objectif de vie, qui ne se valorise pas assez, qui n'est pas un apport pour son mari, qui ne peut pas soutenir son mari dans les difficultés, qui est un homme qui ne peut pas mettre sa femme en haut, un homme qui ne peut pas lui-même, c'est-à-dire s'effacer et puis accepter que sa femme monte, n'est pas un homme aimant. N'est pas un homme qui peut rester. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, arrêtez de dire lui là c'est mon genre, lui là c'est mon genre. Est-ce que le genre là tu es son genre? Dans genre, tu as eu beaucoup de gens là, tu es allé où? Tu seras genré, il faut finalement. trouver un homme qui va te respecter. Tout à fait. Et le foyer là, le foyer c'est la paix. Alors moi, j'aimerais qu'on revienne sur quelque chose en détail, c'est cette relation avec les célébrités. Parce que c'est ça aussi qui était le piège de Annie. Alors après, je pense qu'on peut vraiment tomber amoureuse d'une célébrité. Tu vois, il y a des célébrités qui ont vraiment un cœur et tout. Je suis d'accord. Sauf que effectivement, le fait qu'il soit célèbre, il y aura plein de choses qu'il va falloir gérer et qui est différent d'un jeune normal. C'est comme une fille, par exemple, qui sort avec un jeune qui n'est pas encore acteur et puis après 5 ans de mariage, il devient une grosse star. Il y a quand même des difficultés à gérer. Comment ça se passe? Avec quel type d'homme? À la base, hein, j'en ai parlé au tout début de cette émission du syndrome du culte de la personnalité ou encore de la célébrité. Qui se manifeste en fait comme une sorte de fantasme. Ouais. C'est-à-dire que la célébrité, la star, qu'elle soit de télévision, de musique, etc., renvoie une image. Renvoie une image de la personne presque parfaite. Il y a un charisme aussi que la personne dégage. Et tout ça, finalement, ça devient quelque chose qui vient répondre un peu à toutes les attentes que la personne qui regarde ces stars-là pense pouvoir obtenir en étant avec elle. Et du coup, on va affabuler en vrai sur l'image extérieure qu'on a de ces stars-là. Donc, dans un premier temps, oui, tu peux tomber amoureux, mais tu tombes amoureux de quoi? C'est ça. Tu ne tombes pas amoureux de la personne telle qu'elle est, mais de ce qu'elle renvoie. Donc, tu as aimé ce qu'elle renvoie. Et c'est ce qu'elle renvoie là. C'est ça que tu recherches, en fait. C'est la raison pour laquelle plusieurs personnalités ont plusieurs amants ou amantes dans leur vie. Mais la vérité, c'est que quand tu vas entrer
dans la vie de cette personne et que tu vas découvrir ce qu'elle est en réalité, loin des strass et des paillettes, loin des écrans, loin de la télé-réalité, dans laquelle cette personne-là peut être. C'est là où tu pourras me dire, écoute, je suis vraiment amoureux ou je suis vraiment amoureuse. Parce que tu vas découvrir la vraie identité de cette personne-là. Tu vas te rendre compte de la personne à qui tu as affaire. Je ne suis pas en train de dire ici, dans cette émission, que les gens qui voient à la télé ne sont pas vraiment celles qu'elles paraissent être. Mais je veux dire que l'idée que vous faites d'elles ces idées ne sont pas forcément liées à ce qu'elles vous disent qu'elles sont. C'est vous qui vous dites que ça. C'est ça. Et puis même une personne normale. Et puis, je dis ça pour te chahuter, mais on peut entendre Aurélie parfois revenir sur certaines valeurs. Ce sont des valeurs qui peuvent être importantes pour elle, mais ça ne veut pas dire qu'au quotidien, elle incarne forcément cette valeur-là. Parce que ça veut pas dire que si tu lui mets sur le pied, elle ne va pas réagir. Surtout que ça, Aurélie, elle va dire ici que oui, il faut respecter le feu rouge, il ne faut pas klaxonner. Mais elle, quand elle est au volant, c'est pas bon. Tu vois, à la télé, il dépasse, alors, elle dit, c'est que tu as créé. Il faut respecter les panneaux de signalisation. Donc, elle dit, mais faut pas rouler avec elle. Elle est plus que bagarre. Mais c'est comme quand on est sur le plateau, là. Les gens disent, comment je sens que tu es dans les grands trucs. On me dit Yachou, je dis non. Ici, c'est pas Yachou, c'est Yasmine Reda. C'est une autre personne. Yachou, dans les femmes d'ici, c'est la un peu la bébête. Mais dans la vie de tous les jours, c'est une dame. Non seulement qui se suffit, mais qui sait où est pas. Donc, il ne faut pas confondre l'image qu'on répète. C'est ça. Et les gens, surtout dans les rêves. Mais tu sais, même de manière générale, même une personne que tu rencontres qui n'est pas star, tu as forcément une image que tu donnes. Tu donnes la meilleure image de toi, qui n'est pas forcément... C'est au fur et à mesure que tu apprends à connaître cette personne, que tu arrives à rentrer pour savoir si c'est... Tu vois, toi, par exemple, tu es à l'antenne toute la semaine. C'est pas pareil qu'une personne que tu rencontrais dans un bureau, où tu es obligé d'aller dans son bureau pour la voir. Tu vois, le fait que la personne te voit tous les jours, tu es directement dans son intimité, tu es dans son salon. Là, des fois, les gens, ils regardent ton visage, ils regardent le visage des cadres, ils se mettent bien. Parce que c'est bien sûr, en fait. C'est ça, en fait, si tu veux le voler. Moi, je pense que l'exemple même parfait, là, même, là, c'est ceux qui chantent les chansons d'amour, là. Voilà. Hey! Les chanteurs de la chanson d'amour. Il y a Michel Sardou, par exemple, en France, il y a des stars françaises qui ont été victimes, en fait, de leurs fans. C'est ça. Qui ont eu des agressions. Il y a des femmes qui l'ont écrit. Il y a les femmes qui ont inventé des histoires avec eux, qui ont fait croire qu'elles ont eu des enfants, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les gens sont... Voilà, donc plus tu seras connu, plus tu seras célèbre, plus tu auras vraiment l'aura qui va se dégager et les personnes vont vivre un certain idéal à travers la personne que tu es. C'est aussi la raison pour laquelle les gens n'acceptent pas la rupture des relations de stars. Tu vois, si tu es une star et que tu es marié, tu vois, ta vie, ce que tu vis, c'est un peu comme si les gens vivaient à travers toi. Et au quotidien, tes réussites sont aussi leurs réussites. Donc, quand tu vois, comment tu les appelles tes fans? Mais distingués. T'es distingués. Vivent leur vie à travers toi. Tu sais, le jour où tu viens t'asseoir et tu dis, moi, Kadi, je suis découragée avec tout ce qui se passe, j'ai même plus envie de faire ceci. Tu vas faire descendre plusieurs personnes dans le trou. Parce que des gens se disent, écoute, tant que ma star Ndjemé tient le coup, moi aussi, je vais tenir le coup dans ma petite réalité. Parce qu'on va se dire, mais elle, regarde le niveau où elle est et regarde les attaques qu'elle a. Genre, c'est ma table de marché, ils ont cassé la cam, me fait quoi? Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, tu ne te rends pas compte, mais tu es obligé de vivre même pour des personnes que tu ne connais pas. Donc, en vrai, ce que je veux te dire, c'est que le fait d'être une personnalité publique peut susciter un espoir, peut susciter un rêve, mais ça ne suscite pas que des rêves. Là où on rêve, il y a aussi des cauchemars. Ça ne suscite pas que l'espoir, ça aussi suscite du désespoir. Parce qu'il y a des gens qui regardent ta réussite et qui se disent « je suis en retard ». C'est ça. Et qui t'en veulent pour la réussite que tu as. Et qui détestent, en fait, te voir dans cette réussite-là. Parce qu'en vrai, je ne vois pas ce que la personne fait pour être ce qu'elle est. Mais je suis pas obligé de venir t'expliquer ma vie en détail que je fais chaque jour pour être là où je suis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en gros, quand on revient à l'histoire de Two-Face et de sa femme, tu vois, c'est ça, en fait, qui fait que les gens disent... C'est ça qui fait que les gens disent, mais finalement, mais pourquoi elle se sépare? Mais pourquoi elle part? Mais il faut qu'elle reste. Mais le monsieur a divorcé. Mais il y a des gens qui veulent qu'elle reste. Parce que c'était leur couple d'idées. On connaissait la fille là en paix. En partant, c'est un peu comme si elle faisait cesser le rêve. Elle stoppait le rêve. C'est ça.
C'est ce qui arrive à Stromae, par exemple. Hein. Quand à un moment donné, la célébrité lui monte à la tête et qu'il décide de se mettre... Mais les gens lui en veulent. Parce que les gens vivaient leur vie à travers lui. Le voir sortir, le voir faire ceci, le voir faire ça, c'est aussi le faire. Les gens qui ne sont jamais allés en voyage, quand tu fais tes vidéos et que tu voyages, tu voyages avec ces personnes. Tu comprends ce que je veux dire? Il ne faut pas perdre ça de vue. Si vous voulez vraiment être une personnalité, ça c'est vraiment le coaching de personnes célèbres. Si vous voulez vraiment être une personne célèbre, il faut prendre en compte ces aspects-là. Il faut comprendre qu'à un moment donné, vous ne vivez plus pour vous. Vous vivez pour des personnes que vous avez générées autour de vous, que vous appelez des fans. Ces personnes-là construisent leur vie au quotidien sur vos pas. Et même si parfois on a le sentiment comme ça de façon globale que des personnes sont déçues, non. Mais le nombre de personnes qui croient en vous parfois est supérieur au nombre de personnes qui vous détestent. Et ça, je pense que ça vaut la peine. Un petit rogue, on me lève-toi quand même. C'est toujours un plaisir. Sois béni. Il faut que tu fasses ton temple spirituel. Oui. Il faut qu'on vienne t'aider. Mais il est déjà C'est le problème que j'ai. C'est que des fois, les gens pensent que dès lors qu'il y a du charisme, il y a du magnétisme, tu vois, il y a de l'aura, il faut forcément reconvertir ça dans de... ça n'a pas fait de religion. Écoute-moi, on peut servir Dieu. Tu vois ce que je suis en train de faire là? Ça guérit des gens. C'est vrai. Ça restaure des gens. Vrai, je suis d'accord. Pour moi, il faut pas tomber en fait dans l'usurpation. Il ne faut pas croire que si on n'est pas pasteur... je suis serviteur de Dieu. Moi, c'est ce que je crois. Je crois que je sers Dieu à travers ce que je fais. Il y a un impact dedans. Tu as une onction dedans. Et même nous, ce qu'on fait c'est pour ça que je te aujourd'hui. disais, hein, tu sers Dieu à ta façon. Mais oui, tu sers Dieu à sa façon. Donc, dès que tu as l'antenne ou dès que c'est un sacerdoce, tu dois même prier avant de commencer à faire ton émission. Et je vois que vous le faites. Okay? Parce qu'au moment même où tu ouvres la bouche, là, ça ne dépend plus de toi. Exactement. Okay? Tu es rempli, tu es transporté. Il y a des choses même que tu dis. Les gens, après, ils te disent, mais tu as dit, moi, j'ai dit ça. Tu es étonné. On est déjà à la fin de l'émission. Déjà presque. Mais coach, justement, alors ça, c'est une question qu'on vient de me dire à l'oreille, Angela. Elle dit qu'une célébrité doit... Parce que je pense qu'elle est amoureuse de... Ah non, elle s'était mariée, c'est quelqu'un d'autre. Donc, elle me dit qu'une célébrité doit se mettre avec quel type de personne? Une personne qui est prête à accepter qui elle est. Qui est prête à la voir comme elle est. Parce que le risque d'être avec une célébrité, c'est que si vous vivez avec elle dans l'intimité, que vous cessez de la voir comme la personne qui est vue, comme elle est vue dehors, là, vous commencez à tomber en désestime. Ça, c'est très important. Même si vous étiez avec quelqu'un qui n'était pas célèbre au départ et qui commence à l'être, il faut vous-même aussi faire votre updating. Il faut vous adapter. OK? Faites votre mise à jour par rapport à la personne qu'elle est devenue. Parce qu'au final, quand la personne sort, elle est adulée, elle est respectée, elle est vue pour qui elle est en ce moment. Mais quand elle retourne, vous continuez de la voir avec un œil de quelqu'un qui, à la limite, c'est dehors que tu es star. Ici, là, tu n'es rien. Tu ne le dis pas, mais par ta façon d'être, par ta façon de faire. Je pense que la femme d'une personnalité publique devait être la première fan de son homme. L'homme d'une femme célèbre devait être le premier fan. Voilà, il ne faut pas parfois avoir de la méprise. Moi, je vois des hommes qui ont des femmes célèbres ou qui ont des femmes, pas forcément célèbres, mais qui ont de l'autorité, qui ont des postes de responsabilité et qui tendent un peu à les diminuer, un peu comme si, genre, tu ne me parles pas comme ça, je suis pas... Exactement. Mais tu crois que tu as la télé ici? Tu parles là, tu vois que c'est dans ta télé ici. L'autorité reste l'autorité. Et en vrai, vous devez être même fiers de l'appeler, changer son petit nom, là, commencer à appeler peut-être Madame le ministre, Madame le temps. Ça apporte un plus. Ça apporte un plus dans votre relation de couple. Alors, vous ne vous rendez pas compte du genre maintenant de personnes qui draguent votre femme. Et puis, c'est pas le même. Vous n'avez plus le même niveau que ces personnes. Vous n'avez même pas le même niveau que ces personnes. Donc, quittez ces personnes-là et revenez à la maison et entendre les chouetteries que vous dites là. Merci. La cricket. Qu'est-ce que c'est que ça? On a bougé. Allez, Yoma. Il a dit la vérité aujourd'hui dans l'émission. Son nom, c'est Coach Yoma. Il y a pas son deux dans la vie. Au Canada, en France, aux États-Unis, c'est Coach Yoma. Nous, on veut voter Coach Yoma. Coach Yoma, c'est toi ou rien. Il n'y a pas coach plus fort que Coach Yoma. Bravo, coach. On va faire une partie 2. En tout cas, il faut. Avant même que les commentaires ne demandent à c'est décidé, c'est décrété. Pardon. Tu le fais.
Merci, coach. Il y a juste poussé dessus encore. Merci. Avec ça. Et puis moi, je fais un bisou. Voilà. Merci. C'était le retour du coach. Ah, il est fort. Yes, I. Jean-François, on se retrouve lundi pour un nouveau numéro. Bye bye. Scratch, la chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer.